Vous n'allez pas le croire, Poutine pourrait ne pas survivre à ce moment. L'Occident s'est moqué du chef du bunker en direct. Le relais a été repris par les siens. C'est un fiasco. L'entourage le plus proche a finalement enlevé ses lunettes roses. Des déclarations qui reflètent en la vérité, au Kremlin, ils ne peuvent plus mentir. Shoigu a été le premier à se trahir. Un nouveau piège pour le chef du Kremlin. Le bloc économique ne reste pas en arrière non plus. La fièvre de l'essence a soudainement délié la langue de la gardienne des secrets du chef du bunker. Un tournant brutal. Lavrov a littéralement perdu son sang-froid. Poutine n'est plus l'architecte du système, mais le bouc émissaire commode pour tous les échecs du Kremlin. Washington a roulé Moscou dans la farine. Il n'y a déjà presque plus rien à perdre. Ils détruisent les locomotives et frappent la flotte. En Russie, un scénario clandestin s'est enclenché qui passe déjà des paroles aux frappes directes contre les infrastructures critiques. Le système du Kremlin s'effondre sous la pression interne. Une nouvelle phase de crise intérieure. Plus de détails à ce sujet dans la suite. Regardez jusqu'à la fin. Bienvenue. L'Ukraine aujourd'hui par Victoria Perepelitsa. Et voici les derniers événements. On a l'impression que même à Moscou, le ton commence à changer, et pas du tout en faveur de la rhétorique du Kremlin. Keir Starmer a déclaré que l'humeur dans la capitale russe penche de plus en plus vers le mécontentement face à la guerre menée par Poutine. Et tout cela, le responsable l'a déclaré à Berlin, où se sont réunis les dirigeants des principaux pays européens. Une gifle publique à Moscou. Et sur fond de ces déclarations, l'image devient de plus en plus claire. L'unité extérieure du Kremlin commence à se fissurer, même dans la perception de l'Occident. Il affirme que l'opinion à Moscou se retourne contre la guerre de Poutine, alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine se poursuit. Et que dire de l'Occident si même l'entourage le plus proche de Poutine commence peu à peu à lâcher Moscou? Par exemple, Sergueï Shoigu est apparu à l'antenne en tentant de rassurer tout le monde, et probablement lui-même en premier lieu, en affirmant qu'un travail considérable est mené pour contrer les drones ukrainiens. Cependant, par ses propos, il a encore davantage démasqué la Russie. De la même manière que notre système de défense s'améliore, là-bas, naturellement, le système d'attaque se perfectionne aussi. La question n'est pas simple, elle est complexe, mais le travail avance. Et croyez-moi, le travail est intense. En réalité, même malgré la confiance affichée que la situation est sous contrôle, la voix de la vérité résonne désormais bien plus fort que celle de la propagande. Regardez bien ce visage, écoutez attentivement le monologue. On voit que cette personne respire littéralement la confiance. Il n'y a aucune raison de douter de ses paroles. Le problème des drones est pratiquement résolu. Il est évident que Shoigu fait cela tout à fait délibérément. Rappelons que c'est précisément sous sa direction, au poste de ministre de la Défense de la Fédération de Russie, qu'a été créée l'armée censée s'emparer rapidement de l'Ukraine. Poutine comptait vraiment sur le fait qu'il disposait de la deuxième armée du monde, qui prendrait Kiev en 3 jours et établirait le contrôle sur toute l'Ukraine en 2 semaines. Cela, à la grande et dramatique déception de Poutine, ne s'est pas produit. Cependant, ce n'est pas la seule chose étrange qui se passe juste derrière le dos de Poutine et qui indique clairement qu'en Russie, tout ne se déroule pas du tout comme prévu. Par exemple, le bloc économique commence à se fissurer. Après une pause dans l'espace public, la principale gardienne des finances russes, Elvira Nabiullina, est revenue avec des signaux qui ne parlent clairement ni de calme ni de contrôle de la situation. De sa bouche, on entend en fait un aveu. Les frappes contre le raffinage pétrolier russe pourraient provoquer une nouvelle vague de problèmes économiques et accentuer encore davantage la pression inflationniste à l'intérieur de la Russie. Il semble toutefois que le ministre des Finances de la Fédération de Russie n'ait pas encore eu le temps de s'adapter à la nouvelle donne et tente avec assurance de convaincre tout le monde qu'il n'y a pas de crise de l'essence. Eh bien, en réalité, je ne peux pas être d'accord avec vous sur le fait qu'il y ait une flambée des prix, car dans un certain nombre de stations-service, principalement indépendantes, oui, on observe effectivement une hausse des prix, mais dans les stations-service appartenant à nos entreprises systémiques, les sociétés dites verticalement intégrées, là-bas, les prix, même s'ils ont augmenté, ce n'est que de façon insignifiante. Cependant, il y a un point. Même les Russes eux-mêmes ont cessé de croire à ces justifications fébriles. Non, là c'est vraiment trop, honnêtement. 1000 roubles le kilo. Il n'y a pas d'essence. C'est quoi ça au juste? Je ne sais pas.
De plus, le maire de Moscou lui-même a apparemment décidé que la partie était terminée et qu'il fallait se ranger du côté du bien. Sergueï Sobyanin a soudainement soutenu l'Ukraine. Le jour de l'anniversaire du fonctionnaire, son télégramme a soudainement été envahi de messages en soutien à l'Ukraine. À leur grande surprise, les abonnés ont vu apparaître dans leur fil des phrases lourdes de sens comme « Moscou brûlera » et « Gloire à l'Ukraine ». Certes, la fête n'a pas duré longtemps. Tous ces messages ont rapidement été supprimés. Mais le plus intéressant avait déjà été vu par des milliers de personnes. Et c'est vraiment choquant. Parmi les publications, il y avait même un lien pour collecter des fonds pour les militaires ukrainiens de la part du fonds Communauté Sternenko. Au Kremlin, on n'a clairement pas apprécié un tel cadeau. Mais ce n'est pas tout. Voilà un retournement de situation. À Moscou, il semble qu'on commence pour la première fois à parler ouvertement de ce dont on préférait auparavant se taire. Lavrov a en fait déclaré que, lors des processus clés, Poutine aurait pu être désinformé ou manipulé à l'aveugle, notamment lors des contacts avec l'équipe de Trump concernant l'Ukraine. Il s'agit de la version selon laquelle, derrière de belles formulations sur des accords, se cachait en réalité un jeu visant à gagner du temps, ce qui a permis à l'Occident de renforcer son soutien à Kiev. Et maintenant, au Kremlin, on essaie d'expliquer pourquoi le scénario attendu n'a, une fois de plus, pas fonctionné. Je ne veux même pas imaginer que l'Alaska, tout comme les actions des Européens, ait été conçues pour gagner du temps afin de réarmer davantage le régime de Kiev. Je ne veux même pas y penser. Mais au final, les choses se sont passées comme elles se sont passées. Et ce n'est pas encore la fin. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu'après les négociations en Alaska, Washington n'a procédé à aucun allègement de la pression. Au contraire, le paquet de sanctions est resté en vigueur et a même été élargi avec de nouvelles restrictions. Au Kremlin, on a également mentionné la déclaration de Donald Trump sur une paix à long terme en Ukraine, mais on admet désormais qu'en réalité, ces paroles n'ont donné aucun résultat tangible. Au final, il devient de plus en plus difficile pour Moscou de dissimuler son mécontentement face à l'évolution des événements, et l'entourage proche de Poutine ressent parfois le besoin de révéler toute la vérité sur ce qui se passe dans les coulisses. Et pour couronner le tout, alors que les élites commencent peu à peu à délier leur langue et que le régime de mensonge total des proches du dictateur commence à connaître des ratés, un mouvement clandestin contre Poutine s'est activé en Russie. En fait, il s'agit d'une nouvelle phase de tension intérieure où la résistance cesse d'être seulement verbale et prend une dimension plus concrète. C'est ce qu'a déclaré au 24e canal l'ancien vice-président de Gazprombank, sergent-chef des forces armées ukrainiennes, Igor Volobouev. L'étincelle noire agit comme un mouvement clandestin indépendant à l'intérieur de la Russie. Selon Volobouev, l'Ukraine ne dirige pas ses activités et n'a aucun lien avec la création de l'organisation, même si une certaine coopération avec les forces de défense ukrainiennes peut parfois avoir lieu. Il ne révèle pas les détails de cette coopération, mais précise qu'il ne faut pas la réduire uniquement à des frappes à longue distance ou à la transmission de coordonnées. Moscou a en effet de sérieuses raisons de s'inquiéter. Les partisans sabotent systématiquement les locomotives ferroviaires. Depuis le début de l'année, des dizaines d'unités de matériel d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars ont été mises hors service. À cause de leurs actions, même les gazoducs principaux dans les régions de Leningrad et de Pskov, qui faisaient partie des infrastructures critiques, ne tiennent plus. Et tout cela compose un tableau où la pression interne en Russie ne cesse de croître, et ce désormais pas seulement en paroles. Donc la suite est à venir. Au Kremlin, on revoit nerveusement le scénario de l'avenir. Ce que l'on appelait encore récemment la stabilité ressemble aujourd'hui à un système fonctionnant à la limite de ses capacités. La Russie est au bord du gouffre. Les députés parlent ouvertement de corruption, du risque d'émeutes massives et du mécontentement croissant de la population. Le coup d'État souffle littéralement dans le dos du dictateur. Vous n'allez pas le croire, les nôtres ont fait quelque chose de choquant. L'économie russe s'est effondrée, les problèmes ont recouvert Moscou comme une couverture. C'est désormais officiel. Poutine a perdu le contrôle de la situation. Est-il vraiment temps de signer la capitulation ? Regardons. Poutine est déjà à un pas de l'effondrement. Au Kremlin, la crise se fait sentir de plus en plus nettement, et cette fois, ce n'est même pas l'opposition qui tire la sonnette d'alarme. Même à la Douma russe, il devient de plus en plus difficile de dissimuler la nervosité. Le député du Parti communiste, Vyacheslav Markayev, a ouvertement accusé le Kremlin de corruption et a averti que la Russie s'approchait d'une puissante explosion sociale. Selon lui, le temps des illusions est révolu, et la responsabilité d'un éventuel chaos incombera entièrement au pouvoir actuel. Pour un système où les fonctionnaires rivalisent depuis des années de loyauté envers Poutine, de telles déclarations résonnent comme un signal d'alarme interne particulièrement inquiétant.
Encore plus intéressant, Markaïev a évoqué ouvertement le risque d'émeutes de masse et a en fait reconnu que la situation dans le pays devenait de plus en plus instable. Un autre député communiste, Rinat Souleymanov, qui avait précédemment appelé à mettre fin à la guerre au plus vite, s'est également joint aux critiques. Il semble que même dans les cercles politiques loyaux au Kremlin, on commence de plus en plus souvent à poser une question gênante. Combien de temps la Russie pourra-t-elle encore supporter cette guerre ? Les raisons du mécontentement s'accumulent les unes après les autres. Les coupures massives d'Internet, l'absence de succès tangible sur le front, les problèmes économiques et les frappes régulières de drones ukrainiens à l'arrière russe influencent de plus en plus l'humeur de la population. Et tandis que la propagande continue de parler de stabilité, même les représentants du système commencent déjà à dire ouvertement que, derrière la façade de confiance du Kremlin, une dangereuse tension sociale s'accumule. Et pendant ce temps, Kiev jette de l'huile sur le feu. La publication de Volodymyr Zelensky contenant des renseignements sur la situation intérieure en Russie a été une véritable douche froide pour Poutine. Le président a déclaré que les services de renseignement ukrainiens avaient obtenu des documents sur la situation politique réelle à l'intérieur de la Russie. Ce sont précisément ces rapports qui arrivent directement sur le bureau de Poutine. Et même en dépit de la tradition des fonctionnaires russes d'embellir la réalité, le tableau qui s'en dégage est plutôt sombre. Nous comprenons que Poutine reçoit rarement des informations totalement véridiques, sans phare, mais même ce qu'il voit dans les documents qui lui parviennent permet tout de même de tirer certaines conclusions. Selon les renseignements, le niveau de mécontentement des Russes envers Poutine continue de croître et ne montre aucun signe de stabilisation, même à la veille des élections de septembre. De plus, le soutien au parti au pouvoir diminue progressivement, ce qui place le Kremlin devant un dilemme assez inconfortable. Soit expliquer aux électeurs pourquoi la situation empire, soit à nouveau faire preuve de miracle en mathématiques électorales. La montée des sentiments protestataires dans les régions n'est pas moins préoccupante pour Moscou. Tandis que la propagande russe parle d'unité nationale, le pouvoir lui-même semble compter attentivement où et quand le mécontentement accumulé pourrait éclater. Surtout si l'on considère que l'été à venir apportera encore son lot de problèmes économiques, de perturbations logistiques, de difficultés d'approvisionnement en carburant et d'attaques de drones ukrainiens. Nous pensons que ces rapports ne tiennent pas encore compte des événements potentiels de juin, juillet et août, qui ne manqueront pas d'influencer davantage la situation en Russie. Et c'est précisément ici que les choses deviennent les plus intéressantes. L'Ukraine ne cache plus son intention de continuer à accroître la pression sur la Russie, qu'elle soit militaire, économique ou diplomatique. Cela signifie que les mois les plus difficiles pour le Kremlin pourraient encore être à venir. En effet, lorsque l'économie s'affaiblit en même temps, que les problèmes sociaux s'accumulent, que les cotes de popularité chutent et que les drones frappent, même la propagande la plus puissante commence à montrer des failles. La pression tout à fait justifiée sur la Russie à cause de cette guerre va se poursuivre et s'intensifier. Et il ne s'agit pas seulement de notre pression. Par conséquent, d'ici septembre, Poutine se retrouvera avec des indicateurs encore plus mauvais. C'est une sorte de rappel public. Tandis que la propagande russe tente de convaincre le monde de l'inébranlabilité du régime, l'Ukraine montre de plus en plus une image tout à fait différente du Kremlin, qui perd le contrôle de la situation et se voit contraint d'éteindre sans cesse de nouvelles crises. Ces derniers mois se sont transformés pour Moscou en une véritable série d'échecs. Des problèmes de carburant dans un pays qui, pendant des décennies, s'est enorgueilli de son statut de superpuissance énergétique, des frappes sur la logistique, des attaques contre des sites stratégiques et des échecs constants dans la guerre de l'information. Il en résulte un tableau assez sarcastique. Le Kremlin continue de vanter sa puissance, mais consacre de plus en plus de temps non pas à l'offensive, mais à gérer les conséquences de ses propres problèmes. Le principal pari de l'Ukraine aujourd'hui ne consiste pas seulement à détruire des cibles isolées, mais à maintenir un rythme de frappe et de défis auquel la Russie n'a tout simplement pas le temps de s'adapter. Plus l'épuisement économique, budgétaire et social se prolonge, plus la capacité du Kremlin à réagir à de nouveaux coups s'affaiblit. Quand le système prend du retard, chaque problème en engendre d'autres. Ainsi, avant les sommets du G7, de l'OTAN et les nouvelles sanctions, Kiev transmet un message clair à l'Occident. La Russie ne semble plus contrôler la situation. Au contraire, de plus en plus d'indices montrent que les ressources du Kremlin s'épuisent plus vite qu'il ne parvient à le dissimuler. Et comme on le sait, on préfère investir dans celui qui est capable de gagner plutôt que dans celui qui tente de justifier ses problèmes par de nouveaux comptes de propagande. Et le plus désagréable pour Moscou, c'est que les problèmes s'accumulent simultanément sur plusieurs fronts. Le nouveau paquet de sanctions de l'UE, le renforcement de la pression sur la flotte pétrolière de l'ombre, les risques pour les revenus énergétiques et la campagne ukrainienne de frappe à longue portée de plus en plus active.
Si, il n'y a pas si longtemps, le Kremlin vendait au monde l'image d'une forteresse imprenable, aujourd'hui cette image ressemble de plus en plus à la façade d'un bâtiment dont les fissures sont déjà visibles même de loin. Et il semble que la tâche principale de l'Ukraine en ce moment n'est pas de laisser ces fissures se refermer, mais de les transformer en un véritable effondrement. Urgent, la puissance de la Fédération de Russie est brisée. Poutine a peur de l'annoncer aux Russes. L'économie du pays est à bout de souffle. Il ne reste presque plus d'argent dans le trésor public, les plans du dictateur s'effondrent. La guerre a préparé à la Russie une punition sévère. Le chef du bunker a soudain des troubles de la vue. La machine de guerre du Kremlin fonctionne à l'épuisement. Une explosion est sur le point de se produire qui va assourdir tout le monde. Quel bouleversement attendent la Russie juste après cela et qu'est-ce que cela signifie pour le monde? Les détails dans ce reportage. La disparition soudaine et presque démonstrative de la principale figure financière de la Russie suscite déjà plus de questions que de réponses. Elvira Nabiullina, la présidente de la Banque centrale de Russie, la personne qui a maintenu l'économie russe sous respiration artificielle pendant des années, se retrouve soudainement écartée des processus clés précisément au moment où la pression économique sur le Kremlin ne fait que s'intensifier. Récemment, elle était absente lors d'une réunion économique à huis clos avec Poutine, où il était question d'investissement et d'inflation, c'est-à-dire en fait de l'état de survie des finances russes. Et cela ne ressemblait pas à une absence ordinaire. À la réunion, toutes les figures clés du gouvernement étaient présentes, mais sans la Banque centrale qui est habituellement le cœur de ce genre de discussion. On a l'impression que le fusible principal a été délibérément retiré du système. Cela paraît d'autant plus étrange que ce n'est pas la première fois que Nabiullina disparaît. Elle a manqué d'importants forums économiques, n'est pas apparue lors d'événements publics et les explications officielles se limitaient à un arrêt maladie. Mais plus ces disparitions se multiplient, moins elles ressemblent à un hasard et plus elles évoquent un symptôme. Et là, une image peu flatteuse pour le Kremlin commence à se dessiner. La personne qui, pendant des années, a colmaté l'économie russe après les sanctions et les crises, disparaît soudainement précisément au moment où cette économie entre dans une phase d'accumulation de problèmes. Si l'on met de côté les formulations diplomatiques, cela donne l'impression que le principal mécanisme financier anti-crise a soit été écarté, soit n'est plus en mesure de soutenir un système qui craque de toutes parts. Dans le trésor du Kremlin, qui a financé la guerre pendant des années, on commence déjà à voir le fond. Les principaux économistes sont arrivés à la conclusion que, lors de la 5e année de la guerre à grande échelle, la Russie a pratiquement épuisé ses réserves financières. Ce que Moscou présentait depuis longtemps comme une stabilité économique ressemble de plus en plus à une tentative de dissimuler les fissures dans les fondations d'un bâtiment qui s'affaisse lentement mais sûrement. Selon les experts, l'économie russe ne s'est pas encore effondrée, mais son pilier structurel se désagrège littéralement sous nos yeux. La croissance économique s'est pratiquement arrêtée et le déficit budgétaire a déjà dépassé le plan annuel au cours des 3 premiers mois de l'année. La situation du pétrole est particulièrement symbolique. Même si les prix de l'or noir augmentent temporairement, les frappes ukrainiennes contre l'infrastructure pétrolière et gazière portent des coups de plus en plus douloureux aux exportations russes. Il en résulte un paradoxe gênant pour le Kremlin. Le pétrole continue d'être pompé, mais l'argent se fait de plus en plus rare. Tout aussi inquiétant pour Moscou, c'est que la Russie devient de plus en plus dépendante économiquement de la Chine. Si auparavant le Kremlin rêvait d'un partenariat stratégique sur un pied d'égalité, la situation ressemble de plus en plus aujourd'hui à une relation entre créanciers et débiteurs, où c'est Pékin qui fixe les règles du jeu. Et la facture de cette dépendance, préviennent les économistes, ne fera qu'augmenter d'année en année. Le plus intéressant, c'est que les experts occidentaux parlent déjà ouvertement d'une fenêtre d'opportunité. Selon eux, c'est précisément maintenant que la pression des sanctions peut porter à la Russie un coup particulièrement douloureux, surtout lorsqu'il s'agit de la flotte de l'ombre qui aide le Kremlin à contourner les restrictions et à alimenter le budget militaire. Et tandis que la propagande russe continue de raconter des histoires sur une économie qui aurait résisté, les chiffres, eux, murmurent de plus en plus fort une toute autre réalité. La marge de sécurité fond, les réserves s'épuisent, et la facture de la guerre ne fait que commencer à arriver. Et ce ne sont pas encore toutes les mauvaises nouvelles. Sur fond de frappes massives de drones ukrainiens, la production de pétrole en Russie est tombée à son niveau le plus bas de l'année écoulée. Et cela porte un coup non seulement à l'image du pays, mais aussi à la principale source de revenus grâce à laquelle le Kremlin continue de financer la guerre. Selon les données de l'OPEP, en mai, les entreprises russes extrayaient en moyenne un peu plus de 9 millions de barils de pétrole par jour. C'est près de 700 000 barils de moins que le niveau que Moscou devait assurer dans le cadre des accords du cartel. Pour un pays dont le budget dépend de façon critique des revenus pétroliers, une telle différence apparaît comme un signal d'alarme qu'il n'est plus possible de dissimuler derrière les déclarations pompeuses de la propagande.
Il y a un an déjà, l'Institut pour l'étude de la guerre écrivait que la Russie n'était plus en mesure de mener une guerre tout en développant sa propre économie. En somme, c'est bien le cas. D'après les chiffres officiels publiés par le ministère des Finances russe, au 1er juin de cette année, le déficit budgétaire en Russie s'élevait à 6 000 milliards de roubles. Autrement dit, même pendant la période où les prix mondiaux du pétrole ont augmenté, la Russie aurait dû gagner davantage. Mais au 1er mai, le déficit s'élevait à 5,8 000 milliards et au 1er juin, il atteignait déjà 6 000 milliards. Selon Ivan Ous, même les prix élevés du pétrole ne sauvent plus l'économie russe. Le trou budgétaire ne disparaît pas, au contraire, il ne fait que s'agrandir. Dans le même temps, les entreprises perdent l'envie d'investir dans l'avenir du pays. Rien que pour le premier trimestre de cette année, le volume des investissements s'est effondré de 14,1% par rapport à l'an dernier. Et c'est un signal inquiétant pour le Kremlin. En effet, lorsque les investisseurs commencent à quitter l'économie, les problèmes à venir peuvent s'avérer bien plus graves que ce que montre la statistique officielle. Quand on dit que la situation économique en Russie est au bord de la récession, non, ce n'est déjà plus le bord de la récession, c'est déjà la récession. On ne peut que supposer maintenant si elle va se transformer en une récession prolongée ou même en une dépression qui durera plusieurs années. C'est pourquoi la situation économique là-bas est vraiment très mauvaise. La Russie dispose-t-elle de réserves ? Je penche tout de même pour l'avis qu'il y a encore des réserves cette année. En ce qui concerne l'année 2027, la confiance est déjà bien moindre. La cause de cette crise est évidente. Rien qu'au mois de mai, l'Ukraine a mené au moins 31 attaques contre des raffineries de pétrole russe, des terminaux d'exportation maritime et des infrastructures de pipeline. C'est le niveau le plus élevé de ce type de frappe depuis le début de la guerre à grande échelle. Et si auparavant l'industrie pétrolière russe se sentait relativement intouchable, désormais les drones rappellent régulièrement que même à des milliers de kilomètres du front, la sécurité n'est plus garantie. Le plus douloureux pour le Kremlin, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'explosions isolées ou de dommages locaux. C'est progressivement la base économique même de la machine de guerre russe qui est visée. En effet, chaque terminal endommagé, chaque raffinerie arrêtée et chaque baril non produit, c'est moins d'argent pour les missiles, les chars et la poursuite de la guerre. Et si hier encore Moscou se vantait de son statut de superpuissance énergétique, aujourd'hui les drones ukrainiens ont commencé à fermer méthodiquement le principal robinet pétrolier du Kremlin. Et plus cette pression économique durera, moins la Russie aura de marge de manœuvre. Ce que Poutine avait envisagé comme une guerre d'usure commence désormais à se retourner contre lui. Et dans cette nouvelle réalité, la question principale n'est plus de savoir combien de trous économiques la Russie pourra encore colmater, mais à quelle vitesse le système commencera à perdre le contrôle, lorsque l'argent s'épuisera plus vite que les déclarations sur la stabilité. Ce que le Kremlin tentait de dissimuler a finalement refait surface. La peur pour la vie du dictateur a atteint son paroxysme. La paranoïa se fait sentir. Le monde du bunker s'est effondré sous nos yeux. La longévité pour l'homme du bunker restera finalement impossible à inventer. Les problèmes de santé sapent les forces du dictateur. Au final, qu'est-ce qui rendra Poutine fou ? Un bouquet de vieilles maladies ou un entourage prêt à le pousser dans le vide ? Regardons, vivre éternellement. Il semble que sa plus grande peur ne soit ni l'OTAN, ni les sanctions, ni même les drones ukrainiens. Son principal ennemi, c'est le temps. Et tandis que l'économie russe s'étouffe sous le poids de la guerre, le maître du Kremlin, lui, semble mener sa propre guerre contre la vieillesse et la mort. Selon les médias occidentaux, des dizaines de milliards de dollars ont déjà été dépensés en Russie pour le projet de longévité. Thérapie génétique, culture d'organes humains chez des animaux, bioimpression de tissus vivants, expérience de rajeunissement cellulaire. Tout cela ressemble davantage au scénario d'un thriller de science-fiction qu'à un programme d'État d'un pays en guerre et en proie à des difficultés économiques. On a l'impression que le Kremlin se préoccupe davantage de la remise en état de son propre dirigeant que de l'avenir de ses citoyens. Il est particulièrement frappant de constater que Poutine s'intéresse publiquement depuis des années aux idées d'une vie presque éternelle. Il parle du remplacement d'organes, du rajeunissement du corps et des technologies du futur avec un tel enthousiasme qu'on dirait qu'il compte personnellement tester leur efficacité au cours des prochains siècles. Et les discussions sur les bains glacés et les cryochambres ne font qu'ajouter à cette image une touche de lutte désespérée contre le calendrier implacable. Cependant, plus le Kremlin parle de vaincre le vieillissement, plus les questions se multiplient. Les critiques rappellent qu'il y a beaucoup de déclarations retentissantes, mais bien moins de résultats convaincants. Certains vont même jusqu'à supposer que les scientifiques disent simplement aux dirigeants russes ce qu'ils veulent entendre. Car lorsqu'on a plus de 70 ans et qu'on ne veut pas lâcher le pouvoir, la perspective de tromper la mort devient extrêmement séduisante.
L'ironie, c'est que pendant que Poutine cherche la recette de l'immortalité, son apparence physique devient de plus en plus souvent l'objet de nouvelles rumeurs et discussions. Au lieu de l'image d'un dirigeant éternel, le monde voit de plus en plus un homme qui tente désespérément de prouver à la nature que ses lois ne s'appliquent pas à lui. Mais l'histoire a déjà montré à plusieurs reprises, on peut ignorer, repousser ou craindre la mort, mais personne n'a jamais réussi à conclure avec elle un contrat à vie. Les rumeurs sur les problèmes de santé de Poutine circulent depuis de nombreuses années. On lui attribue régulièrement des diagnostics très variés, des maladies neurologiques au cancer. La Moscou officielle, comme d'habitude, nie tout catégoriquement, mais les vidéos et les photos offrent sans cesse de nouveaux sujets de discussion. Parfois, Poutine s'agrippe à la table lors d'une réunion comme si c'était son dernier pilier de stabilité. Parfois, il se déplace avec une telle prudence qu'on dirait que chaque pas est validé par une commission spéciale du Kremlin. La dernière apparition de Poutine lors du défilé à Moscou a suscité une nouvelle vague de questions. Les journalistes britanniques ont remarqué que le dictateur russe avait l'air visiblement épuisé, vieilli et anormalement bouffi. Les réseaux sociaux se sont immédiatement enflammés de discussions et les internautes ont commencé à se demander si l'uniforme de parade ne cachait pas des problèmes de plus en plus évidents du maître du Kremlin. Le journal Daily Mail souligne que cette fois, même une mise en scène télévisuelle soigneusement préparée n'a pas réussi à masquer complètement les changements dans l'apparence du dirigeant russe. L'homme qui, pendant des années, a été présenté comme un symbole de force et de contrôle, donne de plus en plus l'impression d'un politicien sur les épaules duquel pèse le poids de ses propres décisions. Et plus la guerre dure, plus il devient difficile de dissimuler la fatigue derrière les cérémonies officielles et les discours solennels. Un homme de petite taille, frêle, courbé sous le poids d'un fardeau qu'il n'est plus capable de soulever. Soit Poutine lui-même a peur, soit on l'effraie et on attise sa peur, ce qui conduit à la paranoïa. Il paraît seul et isolé à l'intérieur de sa bulle de sécurité. Une vague de rumeurs a déferlé sur le Kremlin après que des photos des mains du dictateur ont fuité sur Internet. Sur les images publiées, on distinguait clairement les veines, la peau sèche et les tendons saillants. Sur Internet, les spéculations ont immédiatement commencé. Des experts et des commentateurs ont de nouveau évoqué d'éventuels problèmes de santé chez cet homme qui, depuis plus d'un quart de siècle, tente de se présenter comme un dirigeant éternel. Il est évident qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les mains de Poutine. En plus d'être jusqu'au coude dans le sang, ses veines sont aussi très apparentes. Mais ce n'est de loin pas le premier épisode. Auparavant, des images de la rencontre entre Poutine et Trump avaient également suscité de vifs débats, lorsque les internautes ont remarqué sa démarche hésitante. Sur les réseaux sociaux, on plaisantait alors en disant que les jambes du président russe semblaient vouloir prendre leur retraite avant leur propriétaire. De temps en temps, des hypothèses bien plus sérieuses refont également surface. Dans diverses fuites et rapports non officiels, des hypothèses concernant des maladies oncologiques ou la maladie de Parkinson ont circulé. Aucune preuve n'étayait ces affirmations, mais les rumeurs continuent de suivre leur propre cours et reviennent régulièrement dans l'espace médiatique. Je peux confirmer qu'on lui a diagnostiqué un stade précoce de la maladie de Parkinson, mais celle-ci progresse. On administre régulièrement à Poutine des médicaments puissants et des injections d'analgésiques. Dans le même temps, d'autres commentateurs invitent à ne pas chercher de sensations là où il pourrait simplement s'agir de changements liés à l'âge. Après des décennies au pouvoir et d'innombrables tentatives pour préserver l'image d'un leader éternel, même la mise en scène la plus soigneusement élaborée commence à montrer des fissures. Et il est possible que ce soit là le principal paradoxe de toute cette histoire. L'homme qui, pendant des décennies, a tenté de se forger l'image d'un dirigeant tout-puissant et irremplaçable, ressemble aujourd'hui de plus en plus à quelqu'un qui mène un combat inégal contre son âge. Des milliards dépensés dans des expériences sur la longévité, des discussions sur la greffe d'organes et des rêves d'une vie presque infinie ressemblent à une tentative de battre le plus ancien adversaire de l'humanité, le temps. Mais pendant que les scientifiques du Kremlin cherchent la recette de l'immortalité, le calendrier continue d'implacablement tourner ses pages. Et il semble que c'est précisément cet adversaire qui rend Poutine bien plus nerveux que les sanctions de l'OTAN ou même les drones ukrainiens. Et vous, Beau, que pensez-vous des derniers événements? Écrivez votre avis dans les commentaires, mettez un like sous la vidéo et restez informés de l'essentiel. La suite sera encore plus intéressante. À bientôt!